faut savoir que c'est un patrimoine souvent méconnu, minoré, alors qu'effectivement il a employé énormément de personnes. Il y a un effort à faire en termes de médiation pour que toute l'histoire industrielle de la ville soit bien connue. C'est une clé. S'il n'y a pas le canal, il n'y a pas du tout de développement d'usines. Un moyen de transport rentable, plébiscité par les industriels déjà présents dans la région. L'idée est de court-circuiter le parcours de la Loire en coupant à travers champs un raccourci de 10 km. Entre 1828 et 1841, le canal ouvre par petits tronçons. Une partie relie Montluçon au canal latéral à la Loire, au niveau de Marseille-les-Aubigny. La deuxième partie traverse le département du Cher, le Loir-et-Cher pour atteindre l'Indre-et-Loire, au niveau de Tours, et passe par Bourges et Vierzon. C'est un endroit où on entre pas toujours. Voilà. Et donc là, en réalité, cette partie-là, elle est communale, puis là, c'est privé. Témoin de cette époque, le portail de la fonderie pose un problème de conservation. Pour cette petite commune de 800 habitants, difficile de rénover les 7 hectares du site de l'usine métallurgique et d'entretenir en même temps la commune. Il faut savoir que Torteron est une petite commune et jeune commune. Il était prévu qu'il y ait 4000 ouvriers. Quand ils ont conçu la commune, c'était avant Paternge, la commune. Et en 1875, c'est devenu Torteron parce qu'en lien avec l'usine. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des structures, des routes, des voies, enfin, pour accueillir une petite ville. Et aujourd'hui, nous avons une petite commune, un petit village avec de la voirie et on n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Des rues aujourd'hui surdimensionnées. Au XIXe siècle, les frères Boigue imaginent une cité idéale. Il faut accueillir les ouvriers dans les meilleures conditions pour les fidéliser. De l'éducation au mariage, en passant par l'accès à la propriété, tout est prévu pour accompagner les familles d'ouvriers installés à Torteron. C'est un morceau de la halle à charbon qui a été construite, vous voyez la date qui est précisée, 1836. Avec 2 initiales entremêlées qu'on pourrait supposer être Louis Boigue. Vous voyez cette arche, c'est l'emplacement du haut fourneau 3. Ce que vous ne voyez pas, c'est tous les bâtiments, toutes les halles de coulées pour mouler les tuyaux et les fosses dans lesquelles il faut imaginer sous nos pieds des tas de choses qui sont enfouies. Ici étaient coulés des tuyaux, des colonnes, des projectiles d'artillerie et la fonte destinée aux rails du chemin de fer, alors en cours de construction. Tout cela transitait via le canal de Berry. Les usines ne vont pas hésiter à faire un canal privé qui va aller du cœur de l'usine jusqu'au canal de Berry. Ce canal s'appelle le canal Saint-Louis. Un peu plus bas, à Gros-Souvre, on travaille le fer depuis le XVe siècle. Avec l'ouverture du canal de Berry en 1837, l'usine sidérurgique s'étend. Témoin de cette période faste, la halle à charbon, rénovée en 2003, elle abrite désormais l'espace métal qui retrace le passé industriel du Val d'Aubois. On a pris conscience que très tardivement du potentiel du patrimoine industriel, alors que c'est un formidable atout de développement du territoire. C'est plutôt une fierté. Tout le monde n'a pas ça comme cadre de travail. Effectivement, c'est un beau lieu de travail, c'est un beau bureau. Et puis, effectivement, quand on est amoureux de vieilles pierres, de patrimoine, mais effectivement, là, on est vraiment servi. On est au cœur du patrimoine et de sa préservation. En 1870, l'industrie sidérurgique s'essouffle dans la région. En cause, le prix du charbon et de la houille qui augmente. Le transport des marchandises par le canal de Berry n'est plus rentable. Les fonderies ferment. Le travail de la terre remplace le feu des fonderies. En 1901, une tuilerie ouvre ses portes sur le site de l'usine métallurgique. 100 ans plus tard, l'entreprise Imerys perpétue cette tradition. Ce site a un charme qui est vraiment exceptionnel pour les visites et la mise en avant. On peut parler de marketing, effectivement. Mais c'est qu'une image.
Derrière, ce qui est très important, c'est la gestion du personnel, la gestion de nos machines et aussi la gestion de nos bâtiments. On en prend soin parce qu'on veut qu'ils durent le plus longtemps possible et que le personnel ait du travail le plus longtemps possible également. L'histoire du site a une part très importante dans la tuile qu'on fabrique aujourd'hui, effectivement. Et le marché sur lequel aujourd'hui Imerys Agrosouvre veut se développer, c'est justement ce marché de tradition et ce marché historique. Tri des tuiles cuites fait main, voilà un reste de cet héritage. Autre vestige imposant datant du début de la tuilerie, un four Hofmann, quelque peu défraîchi. Celui-ci s'est refait une beauté. À la tuilerie Sauvard de la Guerche-sur-l'Aubois, le four Hofmann est le joyau de la visite. 1 an de travaux, 1,9 million d'euros pour réaliser ce centre d'interprétation d'art et du patrimoine, tout juste inauguré. En fait, ça permettait de cuire beaucoup de produits en utilisant moins de combustible, donc de charbon. Le charbon était en fait alimenté par les puits de chauffe donc c'est des trous qui sont dans la voûte du four. Il était distribué par là par des cuiseurs qui étaient au-dessus du four et c'est eux qui faisaient avancer le feu en alimentant en combustible et avec des manivelles en assurant le tirage et le lien avec la cheminée qui est dehors. Juste en face de l'usine Sauvard, le canal de Berry permettait d'acheminer charbon et argile, matières premières nécessaires au façonnage des tuiles et des briques. Avant 1850, il y en avait surtout des entreprises artisanales. Après, elles se sont vraiment développées, notamment grâce au canal, et certaines sont devenues, comme Sauvard, des tuileries mécaniques, donc vraiment avec des quantités plus industrielles. La quasi-totalité des usines, des tuileries mécaniques, ont préféré s'installer au bord du canal plutôt qu'à la proximité immédiate de leur carrière, par exemple, auxquelles elles étaient reliées par des voies ferrées. Une fosse de 27 mètres de profondeur, totalement immergée. Nous sommes sur le site de Chabrol, à Bef. Vous êtes au-dessus de la carrière d'extraction du calcaire, de la pierre calcaire. C'est la base pour fabriquer de la chaux, pour fabriquer du ciment. Et c'est une pierre particulière, puisque c'est une pierre qui va être argileuse, puisqu'on va en avoir besoin pour que ça puisse faire le liant quand on arrivera au produit fini, pour pouvoir lier des pierres entre elles, tout simplement pour la construction. Et ce calcaire est d'une qualité idéale. C'est pour cela qu'au début du XXe siècle, près de 25 usines à chaux mécaniques s'installent sur le bassin de Bef. L'usine à chaux de Poliette et Chausson fonctionne jusqu'en 1936 et le canal est encore un point stratégique. On oublie qu'il n'y a pas de route digne de ce nom, il n'y a pas de chemin de fer. Donc, tout se fait par les canaux. C'est justement à cette époque-là où on va développer les canaux pour pouvoir amener les matériaux du centre de la France, de l'Auvergne, etc., pour aller vers Paris et vers Orléans qui s'industrialisent. Aujourd'hui, il ne reste que très peu de vestiges de cette époque où l'industrie faisait le succès du canal de Berry. À Bef, le bâtiment le mieux conservé est la halle à extinction de la chaux, une halle sauvée par l'innovation. C'est un des premiers plafonds en béton armé de ce siècle sur ce secteur, bien sûr, pour les usines. Et en fait, c'est ce qui a permis de conserver cette halle. Parce que si vous l'avez vu précédemment, dans la cour précédente, tous les toits ont disparu. Désormais, la halle accueille aussi des expositions d'art contemporain. La conservation du patrimoine industriel du début du siècle est souvent délicate, mais relève surtout d'une volonté politique. C'est un site qui était abandonné de plus de 50 ans par les propriétaires, donc Poliette et Chausson, et il était ouvert à tout vent. Et nous voulions quand même, pour des raisons de sécurité, moi en tant que maire, leur demander de vouloir faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc on l'a acquis de Poliette et Chausson pour le franc symbolique, pas l'euro. Il n'y avait pas l'euro à ce moment-là, donc on a fait cette affaire-là. Rénové en 1993, le site propose d'accueillir depuis 4 ans les vélotouristes qui se promènent le long des canaux. Alors nous sommes sur l'ancienne usine de porcelaine Rondeleux. Les usines étaient placées à l'intersection en général de la voie ferrée et d'un canal. On a les deux. On a le canal qui est juste derrière et la voie ferrée qui est à 400 mètres.
À Vierzon, les locaux de cette ancienne usine de porcelaine ont été réinvestis par une autre activité. Ici, la société La Bohème produit des cosmétiques bio fait main et les vestiges des 3 fours sont un patrimoine que le propriétaire désire mettre en avant. Le schéma du four, c'est très simple. C'est un ensemble de 3 salles, les unes au-dessus des autres. Nous sommes à la base avec cette circulation d'air à partir de l'alandier du feu qui monte dans le mur. Et à partir du moment où l'air est ramené vers le sol, elle va venir dans une cheminée centrale. L'air remonté et repassé sur une salle plus importante où étaient aussi stockées les pièces et en général les pièces qui étaient décorées étaient dans cette deuxième pièce. Le même type de four est encore sur pied à Meuin-sur-Yèvre, dans les ateliers de Pili 8. Il a été construit autour des années 1850. Aujourd'hui, il est un témoin clé de cet héritage des porcelainiers du Berry. Ici, c'est une pièce quasiment unique. Aujourd'hui, en Europe, même je pense dans le monde, il n'en reste quasiment plus. À Vierzon, je crois qu'il en reste une à Vierzon, mais à Vierzon et dans les anciennes porcelaineries, malheureusement, tout a été rasé. À Meuin-sur-Yèvre, les bâtiments sont encore bien visibles. L'usine Pili 8 s'est implantée ici depuis un siècle. Aujourd'hui, dans les ateliers, les techniques de production de porcelaine perpétuent une tradition. Du façonnage des moules à la décoration, une partie de la production se fait toujours à la main. Un savoir-faire indispensable. Moi, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est la matière, le toucher, le rendu à la fin, quand vous coulez dans le moule, que vous avez la pièce et que vous sortez la pièce. Moi, j'aime bien le rendu, ce que ça donne. Je pense que ça s'apprend, vous savez, tous les jours. Hein. Moi, ça fait 36 ans que je fais ce métier-là, mais des fois, j'en apprends tous les jours. Bon, après, ce que j'ai acquis, je l'ai acquis. Hein. Entre ces murs, des générations d'ouvriers ont travaillé la porcelaine. Aujourd'hui, près de 200 salariés continuent de mouler ou d'émailler les objets estampillés Pili 8. C'est une stratégie avant tout. C'est de se dire, voilà, j'ai un site avec toute une histoire, des valeurs. Donc comment, via la création, via le commercial, via les investissements industriels aussi qu'il faut adapter en fonction de la stratégie commerciale, comment on arrive à promouvoir et à vendre cette histoire et ce savoir. Les tuileries, les usines à chaux et celles de porcelaine continuent d'utiliser le canal jusqu'en 1930. Mais après 2 guerres mondiales, le trafic sur le canal de Berry s'essouffle. Les dernières usines mettent la clé sous la porte et en 1955, le canal est déclassé et le patrimoine industriel tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, tout l'enjeu est de mettre au jour et de transmettre cette histoire d'un Berry industriel.